Bonjour à toutes et à tous bienvenue sur ce webinaire organisé par l'AFE Hauts-de-France-Ardennes avec la participation du CEREMA et de l'AITF concernant les revêtements routiers et l'optimisation photométrique. Donc, on va vous parler notamment du groupe de travail revêtement lumière. Cette présentation va se dérouler en 4 points. La présentation de l'Association française de l'éclairage, avec notamment ses principales missions. Puis Sophie va nous présenter les objectifs et les enjeux de l'éclairage extérieur dans le contexte du groupe revêtement et lumière. Puis Florian nous parlera de la photométrie du revêtement et les calculs d'éclairage. Et enfin Laure abordera les perspectives et l'éclairage de demain. Et on terminera ce webinaire par des échanges et une conclusion. Voilà, donc je souhaite encore une fois la bienvenue et je laisse la main à Marie-Pierre pour la présentation. À tout à l'heure, merci. Bien, bonjour. Alors, bonjour à tous. Je suis Marie-Pierre Alexandre, directrice générale de l'Association française de l'éclairage. Je vais prendre quelques minutes. J'espère que vous m'entendez tous bien. Je vais prendre quelques minutes pour vous parler un petit peu de l'AFE. Juste donc, si pour ceux qui ne le savent pas, l'Association française de l'éclairage est donc une association loi 1901 qui est dite, moi je suis assez fière, société savante et elle est au service de tous les acteurs de l'éclairage. Euh, c'est un espace neutre d'échange entre professionnels, neutre, indépendant complètement, où l'ensemble des acteurs qui souhaitent venir travailler avec nous laissent leur casquette de côté et viennent apporter leurs compétences, leur expertise, leur savoir, tout simplement. Notre objectif principal, c'est de définir et de diffuser les bonnes pratiques en éclairage, aussi bien, donc, on va se dire en applicatif, les applications de l'éclairage, en éclairage intérieur-extérieur, mais aussi au niveau de la recherche, et puis aussi de la normalisation de la réglementation, comme vous le voyez là. Nous travaillons, donc tous nos groupes de travail que nous avons, et je vais vous en parler un petit peu après, sont là pour définir donc ces bonnes pratiques. Pour les diffuser, nous avons plusieurs manières, plusieurs façons de faire. Soit ça peut être de l'édition, édition de guides ou même de fiches techniques, des conférences ou des webinaires comme vous êtes là aujourd'hui, seuls ou avec d'autres organisations professionnelles. On aime bien nous regrouper avec d'autres parce qu'on n'a pas tous le même savoir et c'est intéressant de pouvoir compiler l'ensemble de ces connaissances au sein d'une même structure. Et puis aussi beaucoup de formation. Nous avons un centre de formation où là nous diffusons des sessions, des modules sur les fondamentaux de l'éclairage et sur les dernières, on va se dire, points d'actualité qui peuvent poser quelques petits problèmes. Et enfin, nous travaillons aussi bien sur la France, sur l'Europe, avec notamment en normalisation avec le CEN-TC 169, puisque l'AFE préside la commission AFNOR X90X éclairagisme, et à l'international, puisque au sein de l'AFE réside et travaille le CIE France. En gros, l'AFE, c'est à peu près un peu plus de 800 adhérents où vous avez, voilà, je vous ai mis des pourcentages à peu près pour que vous voyez un petit peu quelles sont les grosses masses en fait dans les catégories socio-professionnelles, donc un peu plus d'un quart de fabricants, des intégrateurs installateurs, donc intégrateurs, c'est ceux qui vont travailler sur la voie publique, hein, presque 30%, et des collectivités locales et syndicats d'énergie. Ensuite, vous avez aussi des chercheurs, vous avez évidemment des grossistes, des distributeurs de matériel, des distributeurs d'énergie, tout ce qui peut être enseignement, recherche et aussi le côté médical. Voilà, c'est aussi, vous avez un petit QR code si ça vous intéresse pour aller directement sur le site de l'AFE. C'est aussi 15 délégations en région. Donc là, nous sommes par exemple aujourd'hui avec Roger sur les Hauts-de-France, mais vous avez des délégations partout en région qui ont le même type d'activité que peut avoir Roger, des webinaires, des visites, des formations, des réunions aussi entre membres tout simplement. Vous allez trouver donc là le petit
le petit QR code pour aller directement sur le site de l'AFE, puisque c'est un site qui est quand même très récent. Vous allez trouver un certain nombre d'informations sur ce site. À gauche, vous avez des onglets qui vont pouvoir vous guider sur différents textes que nous avons rédigés. Vous avez dans l'actualité ce qu'il peut y avoir comme nos dernières publications ou bien les derniers groupes de travail qui ont produit, comme par exemple les chiffres de l'éclairage public. Et puis, vous avez aussi l'agenda de tout ce qui se fait en région. Donc, il suffit d'aller dessus et vous trouvez mois par mois tout ce qui va se faire partout en France. Et puis, vous avez aussi tout un onglet de documentation. Vous allez retrouver un grand nombre de documents que nous avons mis en place. Vous allez même trouver aussi un onglet sur les formations qui va vous diriger Ma- directement vers notre catalogue. Marie- Oui, oui, Marie-Pierre, je me ouais. permets, en fait, on ne va pas ton diaporama défiler, on est toujours sur la première Ah, page. mince. Attends, Oui, pourquoi? Comment ça se fait? Alors, parce attends. que, en fait, il doit pas être en mode diapo, Euh, c'est pour ça. ah bah mince, parce que pourtant, moi, je l'avais en comme ça. Ah, c'est parce que tu as partagé l'autre écran, peut-être. Ah, d'accord. Bon, alors, et là, vous voyez, Ouais, attendez, je vais ouais, voir partager. Partager autre chose, hein, je vais pas. Ah, voilà, hop, on va partager celui-là. Voilà, tout l'écran, partager. Alors, je vais revenir un peu en arrière, du coup. Euh, hop. Et là, vous le voyez bien? voilà, c'est mieux là, voilà. Voilà. Donc, bon, voilà, je vais pas revenir, mais voilà, vous avez toutes les choses. Je vous avais donné donc les grandes catégories des adhérents, notre fameuse carte de France, là, vraiment tout est couvert, y compris la Corse, même si on l'a un petit peu coupé. Et puis j'étais sur le site de l'AFE que vous allez donc, où vous allez pouvoir effectivement trouver, trouver pas mal d'informations, les agendas, comme je vous l'ai dit, les différents documents que nous avons faits. Donc avec le QR code qui est là, vous allez directement sur le site. Comme ça, vous n'avez pas perdre de temps à le chercher. Et enfin, donc, je voulais juste faire un petit focus sur l'expertise. Alors attention, ça va aller assez vite. Voilà, vous avez pas mal de groupes de travail que vous voyez arriver. Ce sont des groupes de travail qui sont actuellement en train de travailler. Voilà, vous avez d'abord, en tout premier, nous avons créé un collège éclairage public, dont Roger est coprésident avec Alain Trémaud, qui a pour charge en fait d'être le garant de la parole de l'AFE, puisqu'il faut quand même sanctuariser cette parole pour éviter que tout et n'importe quoi soit dit et fait. Et pour garantir cette parole, ce sont nos deux gardiens, on va se dire, du temple, de l'éclairage public, qui vont pouvoir d'abord valider la création de groupes de travail, valider aussi les participants dans ces groupes de travail, les suivre ou les animer pour que l'AFE puisse avoir une seule parole sur laquelle on puisse se référer. Dans les groupes de travail, vous voyez, il y en a un sur la fin des lampes à décharge, il y en a un qui est en train de terminer. Le document que vous trouvez, comment gérer la fin des lampes à décharge en 2027 en éclairage extérieur, n'est pas encore édité. Il le sera dans quelques jours, on va se dire, hein. Roger découvre aussi la première de couverture, comme tout le monde. Mais vous avez aussi un guide en éclairage public, puisque c'était sur les bonnes pratiques. Nous touchons aussi, donc, il y avait les chiffres de l'éclairage, les chiffres de l'éclairage public, qui est un groupe de travail qui est reconduit tous les ans. Nous avons d'abord fait une première enquête en 2023 sur les chiffres 2022 et nous allons relancer cette enquête en 2024, là, sur les chiffres 2023, ce qui nous permettra d'avoir un peu plus d'informations et une plus importante encore, savoir l'évolution d'une année sur l'autre. En gros, on sait que dans les collectivités, il y a eu à peu près 30% de luminaires qui, à fin 2022, étaient passés en LED. Donc, nous, l'intérêt, c'est de savoir un petit peu ce que ça va donner. Ça touche grosso modo à peu près 30% de la population, hein, je crois, et à peu près 25% du territoire. Cette C'est enquête, ça. on espère pouvoir aller plus loin encore l'année prochaine. Roger était le grand ordonnateur de cette enquête qui a demandé beaucoup de travail parce qu'il ne s'agit pas seulement de récupérer des informations, il faut aussi les comparer, les ajuster et être sûr qu'on ne prend pas deux fois la même ville ou la même superficie. Donc vous avez aussi, dernièrement, nous avons fait aussi éditer un guide d'achat des luminaires d'éclairage public à destination des élus et des services techniques. Pour la faire plus courte, c'est comment éviter d'avoir des luminaires à bas coût, donc des luminaires à 0 ou à 1 euro, qui ne sont pas du tout des luminaires efficaces et donc et qui sont vendus
va se dire très rapidement, hein, juste en remplissant un bon de commande sur Internet. Donc, il fallait quand même mettre en garde parce que, un, il y a la commande publique, deux, l'éclairage public, c'est pas juste, c'est une vraie technologie et il faut pouvoir bien l'appliquer. Nous avons aussi un groupe de travail aujourd'hui sur, bah, vous le voyez, pas de déchets, il n'y a que des ressources, c'est donc sur le réemploi. On est en train de s'interroger avec vraiment beaucoup d'acteurs très différents de la profession pour savoir comment quelles sont les tendances et surtout comment on les met en place aujourd'hui entre le réemploi, le upcycling, le réutilisation, remanufacturation. Autant vous dire que ce sont des terminologies qui sont compliquées. On a réussi à peu près à faire le point. Maintenant, on voudrait savoir comment est-ce qu'il est possible de créer une filière pour que l'offre de matériel qui est démonté puisse arriver vers des personnes qui en ont besoin pour pouvoir justement les replacer ailleurs, avec ou sans modification. Et puis le dernier, le petit dernier qui va arriver, c'est sur la vérification des installations d'éclairage public, puisqu'on s'aperçoit que 80% des installations d'éclairage public ne répondent pas du tout à la norme C17200. Donc il y a quand même une vraie question de sécurité électrique et de sécurité tout court. Donc voilà, vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de travail. Il y a aussi, donc on ne pense pas seulement que à l'éclairage extérieur, hein. Vous avez aussi un guide sur l'éclairage domestique qui doit donner lieu à la réalisation d'un site internet puisqu'on voudrait s'adresser au grand public et on sait qu'ils ne vont pas potasser un livre de 90 pages. Donc, on va essayer de mettre ça en forme numérique pour que les gens puissent avoir des réponses très rapides à leurs questions. Et enfin, vous voyez donc CIE France et l'AFNOR pour tout le travail qu'il y a de recherche, mais aussi de normalisation et de réglementation. Voilà. Et puis, bah, maintenant, je vais redonner la main à qui la veut. Voilà. Voilà. Merci Marie-Pierre pour cette Je vous présentation. en prie. Je vais Et donc rendre la main. Je ne sais pas à qui d'ailleurs, comment je c'est ferai pour la rendre. à Sophie, à Sophie. Donc Sophie, tu peux prendre la main D'accord. directement. Voilà, c'est par Florian. Tu vas Voilà, passer par le. super. Merci Marie-Pierre. Voilà. Je vous en prie. Merci beaucoup Merci. Marie-Pierre, merci beaucoup Roger. Donc effectivement, je prends la main pour démarrer cette présentation. Moi, je suis Sophie Banette. Vous m'entendez bien? Très bien, Oui, très oui. très bien. Très bien Sophie, très bien. Moi, je m'appelle Sophie Banette, je travaille à Montpellier Métropole. Je suis responsable du patrimoine transport au pôle des mobilités et je suis aussi membre de l'AITF. Au sein de cette association, j'ai co-animé pendant une dizaine d'années le groupe de travail voirie. Et c'est à ce titre que j'ai suivi les travaux du groupe Revêtement et Lumière depuis son démarrage, depuis 2009. Et j'ai le plaisir de co-animer ce groupe avec Valérie Musée du CEREMA depuis l'année dernière. Alors dans ce groupe, on est assez nombreux. Aujourd'hui, on est 3 pour vous parler de nos travaux. Chacun apporte ses spécificités, son expertise. Et on va vous présenter donc notre démarche. Merci Florian. Voilà, donc une présentation en 3 parties. Je vais démarrer avec les objectifs et les enjeux de l'éclairage extérieur. Comme on parle d'éclairage et de revêtement, je vais vous parler un petit peu de revêtement. Et ensuite, je vais laisser la main à Florian Greffier pour vous parler photométrie des revêtements et calcul d'éclairage. Et enfin, alors le book qui parlera perspective et éclairage de demain. Donc, avant de rentrer avec plus de précision dans le contenu des travaux du groupe Revêtement et Lumière, il nous a déjà paru important de prendre quelques minutes pour vous raconter la genèse du groupe et partager avec vous les enjeux et les objectifs de cette démarche. À l'origine de notre démarche, il y a donc un rapport d'étonnement entre 2 experts, un expert en éclairage, un autre en voirie, qui font le constat suivant. Alors, est-ce qu'on voit ma souris ou pas? Non. Non? Bon, alors je vais décrire plus. Donc, sur la flèche de droite, déjà, premier constat, on a à notre disposition une large palette de revêtements routiers et urbains avec diverses compositions, des finitions différentes, des couleurs différentes. On a aussi une offre élargie en matière de matériel d'éclairage,
qui nous permet de faire beaucoup de choses aujourd'hui. Et puis une norme, la norme NFEN 13201, qui a introduit la notion de classe d'éclairage, correspondant à des types de voies et des usages spécifiques. À chaque classe correspondent des caractéristiques de qualité d'éclairage à satisfaire. Seulement, voilà, si on regarde la flèche de gauche, en face, on continue encore de concevoir et de dimensionner l'éclairage en se basant sur la perception d'un conducteur roulant à des vitesses autorisées sur des routes interurbaines. Donc, pas du tout en urbain dense avec la diversité des modes de déplacement disponibles aujourd'hui. Et on utilise pour cela des revêtements standards qui ont été définis par la Commission internationale de l'éclairage en 1984. Ils ont le mérite d'exister, mais ils sont au nombre de 4 seulement. Donc c'est comme ça qu'est né le groupe de travail transversal revêtement et lumière. En 2008, avec un premier collectif réunissant des professionnels donc, de la voirie et de l'éclairage, des secteurs publics et privés, pour avancer ensemble sur l'utilisation des caractéristiques réelles des revêtements dans le dimensionnement des installations d'éclairage. Donc concrètement, de quoi parle-t-on? Eh bien, on parle de la perception de l'usager, c'est ce que vous voyez en haut à gauche du cercle, hein, le fait que l'important pour l'usager, c'est bien la lumière réfléchie par le revêtement et pas uniquement le flux lumineux projeté. C'est ce qu'on appelle la luminance. Et la perception se fait par contraste de luminance qui dépend des propriétés des revêtements. Sauf que pour ça, il faut les connaître, les propriétés des revêtements. Ensuite, eh bien, il est bien évident aujourd'hui que les revêtements standards dont j'ai parlé, qui ont été définis en 1984, ne sont plus du tout représentatifs de la diversité de revêtements disponibles et réellement appliqués de manière régulière. Et enfin, l'angle défini par la CIE de 1 degré, donc qui correspond à l'angle de réflexion vers l'œil de l'automobiliste sur une route interurbaine, ne couvre que partiellement les usages urbains qui sont maintenant beaucoup plus larges. Et donc le groupe s'est fixé pour objectif de faire évoluer la tradition du faire comme d'habitude vers le éclairer juste, c'est-à-dire en appliquant la nouvelle norme de dimensionnement d'une installation d'éclairage, la fameuse NFEN 13201, pour permettre à tous d'utiliser les caractéristiques réelles des revêtements pour optimiser les calculs d'éclairage et donc faciliter les choix. Alors on peut associer bon nombre d'enjeux à notre démarche, mais on en a déjà cité les principaux ici. Bien sûr des enjeux de sécurité et de confort liés au respect de la norme, des enjeux d'économie d'investissement et d'économie de fonctionnement, puisqu'à partir du moment où on va optimiser nos installations, on va faire des économies sur le nombre de mâts à installer par exemple, des économies de fonctionnement sur leur entretien et bien sûr des économies d'énergie sur la consommation. Et en parallèle, un travail sur la limitation des émissions de CO2 et un dernier sujet qui est très, très présent aujourd'hui dans l'actualité, celui de la pollution lumineuse, où les travaux de notre groupe nous mettent aussi en évidence que le sujet est beaucoup plus complexe que mettons donc un revêtement clair et tout ira bien. Donc le groupe a commencé à travailler en 2008. Il est reparti de la base pour créer du lien et de la compréhension réciproque entre deux métiers qui se côtoient, qui travaillent au même endroit, mais qui se parlent encore peu, ou du moins pas assez, celui de la voirie et celui de l'éclairage. Et donc on a commencé par partager des vocabulaires, partager l'essentiel des techniques et des pratiques. Et puis organiser et suivre des démonstrateurs sur site réel pour pouvoir montrer la pertinence de la démarche. Cette première phase a duré 5 ans. Au bout de ces 5 ans, on a commencé à avoir des premiers résultats vraiment encourageants et on s'est dit que c'était
une bonne idée de transmettre déjà ces premiers résultats. Donc, la journée technique a été organisée le 28 novembre 2013 et on a mis en forme une plaquette d'information qui a été diffusée à cette occasion. Et donc, devant le succès de la journée technique de novembre 2013 et de la plaquette, le groupe est entré dans une deuxième phase. Une deuxième phase qui nous a permis donc nous permet encore de valider et de compléter une méthode de mesure photométrique adaptée au contexte urbain, c'est-à-dire aller un petit peu plus loin que l'angle d'observation de la CIE de 1 degré, qui est bien sûr incontournable aujourd'hui, mais se poser la question éventuellement d'un autre angle pour couvrir les autres usages. Échafauder une méthode de calcul d'optimisation en prenant en compte les nouvelles données photométriques, c'est-à-dire aller chercher des caractéristiques réelles d'une palette de revêtements, et donc créer une bibliothèque des caractéristiques photométriques d'un ensemble de revêtements routiers et urbains. Et donc dans le GT aujourd'hui, on est nombreux. Dans le GT, on trouve bien sûr des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'œuvre, notamment avec l'AITF et GPSO, Grand Paris Seine-Oise, à savoir que moi j'étais depuis le début au titre du groupe de travail voirie, je l'ai dit, et on a eu le plaisir d'accueillir depuis quelques mois Roger, donc maintenant les deux groupes de travail sont représentés dans le groupe Revêtements et Lumière, par la présence de Roger Couillet. On a aussi bien sûr des éclairagistes et des structures de recherche, la présence de l'AFE et du CEREMA. Et ce groupe étant aussi sous la houlette de l'IDRIM, eh bien, nous avons les principales filières techniques de production et d'application des revêtements routiers et urbains. Donc les revêtements bitumineux, les revêtements à base de béton et les pierres. Et puis on continue de travailler et d'agrandir le groupe avec des structures intéressées avec qui on a commencé à discuter. Avant de donner la parole à Florian pour rentrer dans les calculs d'éclairage et la photométrie des revêtements, je vais vous présenter un petit peu comment le groupe et notamment donc les différentes filières de revêtements routiers ont travaillé pour fournir comment dire, un éventail d'échantillons et de revêtements représentatifs pour former donc la bibliothèque dont j'ai parlé. Le but était d'avoir un large choix de matériaux, donc destinés essentiellement à l'urbain, et pour pouvoir après avoir à disposition les caractéristiques photométriques de ces matériaux et les mettre à disposition du plus grand nombre. Pour ça, les différentes filières ont fait un travail collaboratif et ont défini donc une quarantaine de revêtements pour lesquels 2 échantillons ont été créés. Pourquoi 2 échantillons? Pour pouvoir en garder un en conservatoire dans un frigo qui ne vieillit pas et qui est le point de départ en termes de mesures photométriques, et un sur lequel on va faire des mesures également, bien sûr à l'état neuf, mais aussi dans un état stabilisé, c'est-à-dire après 30 mois où on aura laissé vieillir cet échantillon en extérieur, en l'occurrence au CEREMA de Clermont-Ferrand. Voilà, donc pour chaque revêtement, on a 2 échantillons et des mesures photométriques sur chacun de ces 2 échantillons. Si tu peux... Ouais, merci Florian. Donc pour définir cette quarantaine de revêtements, les filières se sont posé la question bien sûr de la composition de leurs revêtements, et notamment pour commencer par les enrobés, les asphaltes, donc les revêtements bitumineux, la question des granulats, de leur taille et de leur couleur, foncé et clair, de l'ajout ou pas de pigments, et puis la question du liant, qui est traditionnellement du bitume pur, donc très foncé, mais qui existe aussi aujourd'hui avec du liant de synthèse.
Alors, vous voyez ici quelques images d'aménagements dans lesquels on a été prélever les échantillons et qui montrent bien la diversité aussi des couleurs disponibles pour les revêtements bitumineux. Et donc, ici, sur cette diapo, vous voyez une première série d'échantillons avec donc sur la ligne du haut, la photo des échantillons à l'état neuf et juste en dessous, leurs différentes caractéristiques de composition. Donc, vous voyez à chaque fois qu'il y a des granulats foncés ou clairs, des granulats de différentes tailles, parce que bien sûr, on a quand même une démarche qui va dans le sens de toutes les réflexions environnementales qu'on a aujourd'hui. Donc, les revêtements qui ont été proposés sont classiques, mais aussi perméables, donc avec des tailles de granulats différentes. Et puis, des questions de finition, puisque ces revêtements peuvent être bruts, donc non traités, ou grenaillés pour cette première série. Donc là, vous voyez juste en dessous les photos de ces mêmes échantillons en état stabilisé, donc après traitement. Donc on peut voir, même si c'est que des photos, quand même certaines évolutions qu'on connaît de couleurs de ces enrobés. Ensuite, il y a une deuxième série, donc toujours sur les enrobés, où, hormis le premier tout à gauche qui est en bitume pur, on a utilisé des liants de synthèse pour aller chercher d'autres couleurs, ce que vous voyez ici. Ils sont plus clairs et on remarque aussi un petit peu des évolutions dans le temps, puisque de la même manière, vous voyez sur la ligne du haut les échantillons dans leur état neuf et sur la ligne du bas, leur évolution après traitement. Voilà, donc quelques échantillons s'éclaircissent et une fois que j'ai parlé des enrobés, dans les revêtements bitumineux, il y a aussi les asphaltes. Donc là, vous voyez aussi quelques images des installations sur lesquelles on a été prélever les échantillons. Vous voyez aussi que pour les asphaltes comme pour les enrobés, il y a une belle diversité de couleurs et de teintes disponibles aujourd'hui. Donc on retrouve de la même manière que pour les enrobés, vous retrouvez sur la ligne du haut les échantillons d'asphalte et sur la ligne du bas les mêmes images en stabilisé, et au milieu le choix qui a été fait donc de granulats plutôt clairs, puisqu'on est plutôt sur des revêtements plus clairs, avec du bitume pur ou du liant de synthèse. Certains ont des pigments. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir ici les différents traitements de surface dont la plupart font ressortir les granulats. Donc en allant ajouter des granulats clairs, eh bien, on va, après un traitement de surface, avoir vraiment une mise en valeur de cette composition du matériau. On constate assez peu d'évolution sur ces revêtements, cette deuxième série de revêtements. Sur les bétons, les partenaires donc, qui représentent le béton dans le groupe ont aussi mené cette démarche de se dire quelle composition pour nos échantillons de béton en repartant bien tout simplement des ingrédients de la composition du ciment, donc du sable, du ciment et des pigments. Donc le choix qui a été fait a été de la texture aussi, pardon, je reviens après. Voilà. Et donc de la couleur des matériaux par leur composition et de la texture de surface, c'est-à-dire du traitement de surface, de la finition qui est appliquée, qui peut être par exemple chimique, comme la désactivation, ou mécanique, comme le bouchardage. Et donc le choix qui a été fait, voilà, par cette filière a été de ne pas ajouter de pigments, de partir sur un seul type de ciment, le ciment CEM3A, donc, qui a une couleur, vous voyez ici un petit peu la série des ciments disponibles, qui a une couleur intermédiaire. C'est pas le plus clair, c'est pas le plus foncé.
et de partir sur différents granulats pour les différents échantillons. Et donc, pour le traitement, cette filière a conservé deux types de traitements, soit le traitement désactivé, donc voilà, les deux mettent en valeur les granulats, le traitement chimique, donc la désactivation, ou le bouchardage. Donc, pour choisir les revêtements qui vont apparaître dans la bibliothèque, ça a été assez difficile parce qu'il faut savoir que pour les bétons coulés, il y a 2000 centrales en France et que chaque centrale a 300 formules. Et pour autant, il a fallu en choisir 10, que vous allez voir donc sur la photo suivante, sur la diapo suivante. Voilà. Vous les voyez ici. Donc, on retrouve les granulats utilisés et juste en dessous le type de finition utilisé, puisqu'à chaque fois le ciment est le même. Sachant que, voilà, vous les voyez ici à l'état neuf, et on a mis deux images d'évolution à l'état stabilisé, celui qui est bouchardé avec des granulats clairs et celui qui est poncé, qui sont, on va dire, les deux qui ont le plus évolué. Mais vous pouvez tout de suite constater que par rapport aux revêtements bitumineux, ce sont des revêtements qui évoluent moins avec le temps, dans ces 30 premiers mois qui sont pour nous le temps à partir duquel, au bout duquel le revêtement est vraiment stabilisé. Donc dans les revêtements en béton, il y a les revêtements en béton coulé et puis il y a aussi les revêtements en béton préfabriqués où s'est posé la même question, sachant qu'il y a 700 sites de production de béton préfabriqué et donc il a fallu en choisir 7. Alors vous les voyez ici, ils sont un petit peu plus foncés, notamment pour des questions de résistance du choix du ciment sur le béton préfabriqué. Voilà, vous les voyez à l'état neuf, et de la même manière, on a mis deux photos de ces mêmes échantillons à l'état stabilisé. Voilà, ceux qui ont, on va dire, le plus évolué, encore une fois, c'est pas des revêtements qui évoluent beaucoup, mais néanmoins, en termes de mesures photométriques, chaque évolution est importante. Donc le béton gris vieillit et le béton noir flammé. Voilà, on constate un léger éclaircissement. Et enfin, pour terminer mon petit panorama des revêtements, on a aussi autour de la table donc le CTMNC, le Centre technique national des matériaux naturels de construction, qui représente donc les pierres. Et sachant qu'il y a en 2020 3300 carrières actives en France, eh bien, il a fallu leur demander d'en choisir quelques-uns et d'en choisir 4. Donc vous les voyez ici. Voilà. Donc les quatre revêtements qui ont été proposés pour la démarche revêtement et lumière par la filière pierre sont un revêtement calcaire et 3 revêtements granit, tous flammés. Et en fait, là, on ne vous a pas mis d'image de différence entre l'état neuf et l'état stabilisé, parce que ce qu'on a constaté, c'est que ces revêtements-là, en fait, évoluent très peu. Voilà, je vous ai brossé très rapidement les choix qui ont été faits pour mettre en œuvre la bibliothèque de revêtement qu'on est en train de construire et qu'on va mettre à disposition bientôt. Je vais laisser la parole à Florian maintenant pour vous parler photométrie des revêtements et justement, eh bien, qu'est-ce qu'on a fait de tout ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci Sophie. Vous m'entendez bien? Parfait, Oui. Florian. Très bien. Super. Eh bien, maintenant, je vais vous parler donc de photométrie des revêtements et de calcul d'éclairage. Donc, qu'est-ce que la photométrie des revêtements? Eh ben, en fait, ça va être la
capacité que va avoir ce revêtement à réfléchir l'éclairement qui est généré par un luminaire pour donner lieu à la luminance perçue par les usagers. Et comme le disait Sophie au début de cette présentation, c'est bien elle que nous voyons, notamment par effet de contraste entre le revêtement et par exemple un obstacle potentiel sur la chaussée qu'il faudrait éviter. Donc voilà, la photométrie d'un revêtement, c'est la possibilité de mesurer ses propriétés optiques et donc sa capacité à réfléchir la lumière. Alors, comment on fait ça? Je vais essayer de pas être trop rébarbatif, hein. Ce qu'on mesure, c'est ce qu'on appelle le coefficient de luminance Q. Donc en fait, c'est le rapport entre l'éclairement généré par un luminaire et puis la luminance réfléchie. Comme l'indiquait Sophie, on a des spécifications qui nous viennent de la CIE, qui a figé la géométrie d'observation avec un angle de 1 degré. Donc cet angle de 1 degré, il est représentatif d'un conducteur plutôt en milieu interurbain, puisque en fait ça correspond à une distance d'observation de 90 mètres. Et cette distance d'observation, elle est plutôt adaptée à des vitesses de l'ordre de 70 à 90 km/h. À partir du Q, on définit ce qu'on appelle le coefficient de luminance réduit R. Bon, je vous passe un peu pourquoi on a défini ce coefficient. En fait, c'est qui permet dans des calculs de dimensionnement d'éclairage, en fait, de directement relier luminance et éclairement. Et pour caractériser l'ensemble des capacités de réflexion d'un revêtement, et ben en fait on a aussi défini différents angles d'éclairage, donc avec 20 angles d'azimut et puis 29 angles d'incidence. Donc en fait on a une combinaison de 580 valeurs de direction d'éclairage, et donc finalement ce qu'on appelle en photométrie de revêtement une table R. Donc normalement les gens qui font de l'éclairage connaissent bien ça. Eh bien, ça va être la capacité du revêtement à réfléchir la lumière pour ces 580 directions. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de représenter cette table R sous la forme d'une indicatrice de réflexion. Donc ça va consister finalement à projeter cette table R dans un espace 2D. Et puis du coup, ça donne lieu à un solide photométrique que vous pouvez voir là. Donc en fait, qui permet de représenter la table R et donc les propriétés du revêtement. Donc sur ce solide, on va dire plus ce solide est rond, plus le revêtement est diffusant, et puis plus il va s'aplatir sous forme d'une ellipse, notamment sur la partie droite, et bien plus ce revêtement va avoir un côté brillant, spéculaire. À partir de la table R, on a aussi défini des coefficients qui permettent de décrire le comportement du revêtement de manière plus macroscopique. Donc le premier coefficient, c'est le coefficient de luminance moyen Q0, qui est aussi appelé le coefficient de clarté d'un revêtement. Donc en fait, Q0, c'est, pour la faire courte, la moyenne des coefficients de la table R. Et puis, on a un deuxième facteur qui est le coefficient de spécularité S1, donc qui lui représente la brillance du revêtement, et donc qui est le rapport de deux valeurs particulières de la table R, et donc qui vont nous indiquer un peu la façon dont le revêtement se comporte et si, par exemple, il peut présenter un phénomène, des phénomènes de spécularité, d'effet miroir. Donc, par exemple, quand un revêtement est mouillé, on s'en est tous rendu compte, on a un espèce de miroir sur la route, et ça, c'est directement représentatif de la spécularité. Donc la CIE a défini dans les années 80-84 dans un rapport notamment des revêtements types et donc des tables R types
pour accompagner les pratiques de l'éclairage, parce que les propriétés optiques des revêtements, c'est quelque chose qui est peu, voire pas mesuré. Donc c'était pour aider les installateurs, les bureaux d'études à prendre en compte le revêtement avec des tables R standards. Donc la CIE, elle a défini 4 classes de revêtement et en fait ces classes, elles sont choisies en fonction de la spécularité du revêtement. Donc la classe 1 par exemple, c'est pour des revêtements très diffusants et la classe 4 pour des revêtements très brillants. Et donc à partir de ces classes, eh bien, la CIE a fourni des tables R type, et ces tables R type, on les retrouve dans tous les logiciels de calcul d'éclairage pour prendre en compte les propriétés du revêtement. Donc une autre manière de représenter les choses, eh ben, c'est de tracer ces propriétés dans un graphe où on va retrouver la spécularité en abscisse et puis la clarté en ordonnée. Et puis ça nous donne les 4 classes et dans ce graphe, on voit où se positionnent les tables R standards R1 à R4. Maintenant, le mieux, c'est quand même de mesurer ces propriétés optiques et il s'avère en plus que c'est possible. C'est possible grâce à ce qu'on appelle des gonioréflectomètres. Alors, les gonioréflectomètres, il en existe en laboratoire. Donc, ça consiste à prélever un échantillon du revêtement sur la route ou à concevoir en laboratoire un échantillon. Et puis, on va positionner cet échantillon sur le gonioréflectomètre. Et puis, ce qu'on peut voir sur la photo de gauche, là, en haut, en fait, c'est une source d'éclairage. On a un capteur qui mesure et puis on va reproduire les 580 directions dont je vous parlais tout à l'heure pour obtenir une table R complète. On peut aussi faire ces mesures directement sur site. Donc le CEREMA est notamment équipé d'un appareil qui s'appelle Coluroute 2 et donc qui va permettre de mesurer des tables R de manière non destructive, puisque en intervenant sur site, il n'y a pas besoin de prélever des échantillons. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'idéal, c'est d'effectuer ces mesures lorsque le revêtement est stabilisé, puisque, comme Sophie a pu l'illustrer à travers les photos, puis comme on va le voir après, le revêtement, c'est quelque chose qui évolue en termes de propriétés optiques, notamment dans les 24 à 36 mois qui suivent sa mise en œuvre. Ça, je passe. Je vous l'ai déjà dit à l'oral. Et on va rentrer dans les mesures donc photométriques qui ont pu être faites sur les échantillons, sur la bibliothèque de revêtement urbain du groupe de travail. Donc ici, on a les mesures qui ont été faites sur les enrobés. Donc on retrouve pour les tables R standards pour référence. Et puis sur les flèches jaunes et rouges, en fait, on a les mesures à l'état neuf, à T0, qui sont représentées par des croix. Et puis au bout de la flèche, on a les mesures à T30. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'en effet, ça évolue, puisque les flèches sont plus ou moins grandes. Et on note surtout une forte spécularité des enrobés lorsqu'ils sont neufs, puisqu'on a des valeurs de spécularité qui dépassent pour certains 3 voire 4, donc ce qui est vraiment des choses très très spéculaires, très 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 brillantes. Et puis une fois si on zoome un peu sur le bout des flèches, donc à l'état stabilisé, eh ben, on se rend compte que les revêtements sont beaucoup moins spéculaires après 30 mois de vieillissement, et que finalement tous ces revêtements vont tendre vers la classe R1, et donc plutôt après ces 30 mois un comportement représentatif d'un revêtement diffusant.
Pour les asphaltes, on retrouve le même comportement, donc avec aussi des revêtements qui sont pour certains très spéculaires lorsqu'ils sont neufs. Et puis une tendance, de la même manière que les enrobés, à tendre vers un comportement diffusant après un vieillissement de 30 mois. Pour les bétons, eh bien, les tendances sont un peu, sont pas un peu, les tendances sont différentes, puisque les bétons à l'état neuf et aussi à l'état stabilisé, eh ben, en fait, ils sont très peu, voire pas du tout spéculaires. Par contre, ce qui est intéressant de noter, c'est que quand on regarde leur clarté, eh ben, elle est assez importante, puisqu'on a des revêtements qui vont avoir une clarté, un coefficient de Q0 de l'ordre de 0,15 voire 0,20. Donc ça, c'est assez important, notamment quand on a en tête que dans la norme 13201, pour faire la correspondance entre éclairement et luminance, et ben en fait, on n'a pas de coefficient Q0 supérieur à 0,1 de mémoire. Donc c'est-à-dire qu'on néglige complètement les effets et la forte clarté des bétons. Donc là, avant, je vous ai montré les bétons. Je reviens un peu en arrière, ouais, c'est toujours pareil. Donc c'est toujours les bétons coulés. Et puis, on s'intéresse aussi un peu aux techniques de mise en œuvre qu'a évoqué Sophie, notamment les traitements de surface. Et donc, selon les traitements de surface, on peut voir des comportements un peu différents. Par exemple, les bétons poncés, ils vont avoir tendance quand même un peu à évoluer en spécularité. Et puis ce qu'on peut noter aussi, c'est qu'il y a, pour les bétons lissés ou les bétons poreux, il y a une légère diminution de la clarté au cours du vieillissement. Sur ce graphe, on a représenté conjointement les bétons préfabriqués et les pierres naturelles. Donc de la même manière, ces revêtements-là sont peu, voire pas spéculaires. Et eux aussi, ils ont un coefficient de clarté Q0 assez élevé, que ce soit à T0 ou à T30. Donc pour le comportement à T30, on peut noter quand même pour certains une légère baisse de clarté. Et puis, selon les traitements de surface effectués, il y a aussi quand même certaines évolutions en termes de spécularité. Ce qu'on peut noter, c'est que on rejoint un peu le comportement des enrobés et des asphaltes à T0, à T30, pardon, avec une convergence de tous ces revêtements vers une classe R1, donc un comportement diffusant. Et ça, c'est aussi valable pour les pierres naturelles, que ce soit calcaire ou granit, avec peu ou pas d'évolution de la spécularité et une tendance à un petit peu à une diminution du Q0, mais qui reste quand même relativement élevé. Donc là, ici, on vous propose un focus sur 7 revêtements avec des granulats clairs. Et pour certains avec des liants de synthèse. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une autre façon de représenter l'évolution du comportement photométrique qu'on a discuté avant. Puisque quand on regarde les solides photométriques, donc à T0 en bleu et puis à T30 en rouge, eh bien, on se rend compte que on retrouve ce qu'on a dit, donc notamment là pour le premier en haut à gauche, le revêtement bitumineux brut à T0, il est très spéculaire, et puis à T30, il devient diffusant. On retrouve la sphère. À contrario, on a d'autres revêtements comme celui d'à côté là, le revêtement bitumineux sablé qui a peu d'évolution entre T0 et T30 et donc qui reste diffusant.
Donc voilà pour la caractérisation photométrique qu'on a fait sur l'ensemble de ces revêtements. Ce qu'on a eu à cœur aussi, c'est de positionner ces travaux par rapport à la littérature et notamment par rapport à un projet européen qui s'appelait Empire Surface, donc qui lui aussi s'est intéressé aux propriétés optiques des revêtements actuels. Et on a convergé, hein, puisque le rapport Surface nous disait que les tables standards de la CIE n'étaient plus représentatives des revêtements actuels, et c'est aussi ce qu'on a trouvé en mesurant les propriétés de la bibliothèque de revêtement du groupe Revêtements et Lumière. Du coup, on va maintenant pouvoir passer aux impacts que ça peut avoir dans des calculs d'éclairage. Donc en synthèse, nous avons une large bibliothèque de revêtements avec des mesures photométriques à l'état neuf et puis après une stabilisation de 30 mois. Ce qui est intéressant, comme l'a présenté Sophie, c'est qu'on a quand même des revêtements représentatifs aujourd'hui de ce qui est utilisé en milieu urbain. En milieu urbain, notamment sur les routes, on retrouve quand même beaucoup de revêtements en enrobé ou en asphalte, et on se rend compte que ces revêtements sont très spéculaires à T0. Et puis enfin, on a pu noter une certaine diminution de la clarté pour les bétons de ciment et les pierres naturelles, mais avec des Q0 qui restent très élevés, bien au-delà de ce que prévoit actuellement la réglementation et la doctrine. Donc ça, que les revêtements ont tous tendance à converger vers le R1, on l'a dit. Et puis du coup, en effet, ce Q0 qui est beaucoup plus important. Alors maintenant, en termes de dimensionnement d'installation d'éclairage, donc pour dimensionner une installation d'éclairage, déjà on va avoir des paramètres spécifiques au site, donc le type de route, sa géométrie, le type d'usager qu'on va pouvoir rencontrer. Est-ce que c'est que des automobilistes? Est-ce que c'est plutôt un espace partagé? Et donc ça, généralement, c'est quand même bien connu. Les caractéristiques photométriques des sources lumineuses pour dimensionner une installation d'éclairage, elles aussi, elles sont connues, hein. Les fabricants les mesurent et les mettent à disposition. Et puis, il y a quelque chose qui est en général, par contre, pas connu, c'est les caractéristiques photométriques de la route. Et c'est pour ça que on a toujours tendance aujourd'hui à utiliser les tables R standards de la CIE. Donc en termes d'exigence de performance en éclairage routier, dans les pratiques aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a plutôt tendance à dimensionner une installation d'éclairage en éclairement, puisque justement on connaît pas les propriétés optiques du revêtement, alors que c'est bien la luminance qui est perçue par l'œil humain et donc par les usagers. Donc si on considère pas la luminance, et finalement ça permet de pas considérer les propriétés optiques du revêtement, mais ça permet, du coup, ça peut aussi être pénalisant pour les automobilistes, les piétons ou les cyclistes. Donc c'est pour ça que dans les travaux du groupe Revêtements et Lumière et dans les calculs d'éclairage qui ont été faits, il a été fait le choix primordial de travailler en luminance. Donc rapidement, ce que prévoit la norme EN 13201 pour dimensionner une installation d'éclairage en luminance, déjà ça va être de positionner une zone de calcul entre deux luminaires sur toute la largeur de la chaussée, et puis dans cette zone de calcul, on a un maillage de calcul ou un maillage qui permettra ensuite de faire des mesures sur site. Généralement, dans ce maillage, on met 3 points dans le sens transversal par voie de circulation, et puis on a 10 points dans le sens longitudinal entre les deux luminaires. Et du coup, à partir de ce maillage, on va pouvoir calculer l'éclairement et la luminance surtout, donc pour un observateur qui est positionné 60 mètres en amont du maillage.
60 mètres en amont du maillage. Et donc, finalement, pour un espacement standard de luminaire, ça met son regard entre 60 et 90 mètres. Et là, on retrouve un autre fameux angle de 1 degré. Donc, les critères de qualité d'une installation d'éclairage en luminance, la première, c'est la luminance moyenne. Donc, ça consiste à faire la moyenne des luminances de tous les points du maillage. On a aussi l'uniformité générale de luminance, donc qui va être le rapport entre la plus petite luminance du maillage et puis la luminance moyenne. Et puis enfin, l'uniformité longitudinale qui, elle, est le rapport entre la luminance minimale et la luminance maximale pour les points du maillage qui sont dans l'axe de la voie dans laquelle circule l'usager. En termes de pratique actuelle, du coup, on a des logiciels d'éclairage. Donc, il y en a certains qui sont bien connus comme Dialux ou Relux. Il y a aussi les fabricants d'éclairage qui ont leur propre logiciel. Et puis, en France, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, on continue d'utiliser les tables R de la CIE. En général, on va prendre la table R standard R3 pour les revêtements bitumineux. Et puis, si le revêtement nous semble clair ou un peu diffusant, on va prendre la table R R1. Ce que prévoit la CIE et ce que prévoit aussi un certain nombre de logiciels, c'est que on peut mettre à l'échelle en fait ces tables R standard pour être plus représentatif du revêtement si on connaît le Q0. Donc, si on connaît le Q0 du revêtement, on peut rentrer sa valeur dans le logiciel et du coup, ça va nous mettre à l'échelle la table R standard pour qu'elle ait le même Q0. Après, on prévoit ça, mais si on a le Q0, quelque part, c'est qu'on a fait des mesures de table R, donc autant l'utiliser. Donc, c'est un peu ambigu cette possibilité de mettre à l'échelle avec Q0, puisqu'aujourd'hui, il n'existe pas d'appareil qui mesure directement une valeur de Q0, il existe des appareils qui mesurent une table R, et dans ce cas, si on l'a, on l'utilise. Donc dans les calculs qui ont été faits dans le groupe, il y a eu 2 profils qui ont été définis. Donc le premier à gauche, c'est une rue résidentielle, donc avec une rue avec une seule voie en bidirectionnelle et puis des luminaires qui sont d'un seul côté en unilatéral. Puis le deuxième profil qui a été investigué, c'est plutôt un boulevard urbain avec des installations d'éclairage bilatéral et puis 4 voies de circulation, 2 dans un sens, 2 dans l'autre. Donc ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de faire un focus sur plutôt la rue résidentielle, donc qui est peut-être plus représentatif de tout ce qu'on peut voir en milieu urbain. Et du coup, dans nos calculs, on s'est dit, on va se mettre dans une situation qui est assez classique aujourd'hui, c'est-à-dire j'ai envie de moderniser mon parc d'éclairage et j'ai notamment envie de faire un passage à LED pour faire des économies d'énergie. Donc ça nous a permis de définir 4 scénarios qui ont été investigués par le calcul. Donc les 3 premiers, en fait, ça consiste à faire des travaux de rénovation. Donc on va changer soit les sources, soit les luminaires, mais on va pas faire trop de travaux de génie civil. Et donc du coup, on va garder l'espacement initial, donc le traditionnel espacement de 30 mètres. Et puis on s'est intéressé à trois scénarios. Le premier, c'est je fais un dimensionnement habituel en éclairement. Le deuxième, je fais un dimensionnement en luminance, mais en utilisant un revêtement type de la CIE. Et puis le troisième, je fais un dimensionnement en luminance, cette fois-ci en utilisant les propriétés optiques des revêtements mesurés. Et puis, je cherche à optimiser la puissance installée. Le quatrième scénario, c'est un nouvel aménagement. Donc, du coup, je fais des travaux neufs sans géométrie imposée.
Et dans ce cas, on a regardé eh bien, si on pouvait à la fois faire une optimisation en termes de matériel, c'est-à-dire en optimisant l'interdistance, et puis également en termes de puissance installée. Et du coup, tous ces scénarios, eh bien, ils ont été évalués en termes de performance grâce aux critères de qualité de la norme, donc luminance moyenne et uniformité. Donc, premier scénario, je fais un dimensionnement habituel en éclairement, donc un passage à LED dans une géométrie imposée, et puis je suis dans le cadre d'une rue résidentielle, donc je vais chercher à satisfaire ce que nous demande la classe C4 en éclairement, donc j'ai envie d'avoir un éclairement moyen de 10 lux, et puis une uniformité en éclairement supérieure à 40%. Donc, en faisant ça, ensuite, eh bien, on a regardé si on injecte dans le calcul a posteriori les propriétés optiques réelles des revêtements, eh bien, qu'est-ce que ça va avoir comme impact? Donc, dans ces cas-là, du coup, on travaille plutôt en regardant la classe de luminance correspondante, donc, qui est la classe M4, où on demande une luminance moyenne de 0,75 candela par mètre carré, et puis des uniformités générales et longitudinales respectivement supérieures à 40 et 60%. Donc pour savoir si la qualité de l'installation, on s'est donné un petit code couleur. Donc si la norme est respectée, eh ben on est vert. Si on a un des critères qui est non conforme et avec une valeur inférieure à 10% par rapport à l'objectif, on a estimé que c'était une non-conformité modérée. Et puis si c'est supérieur à 10%, là ça devient problématique. Et donc c'est le code couleur rouge. Alors, première chose qu'on a faite, c'est je dimensionne en éclairement, et déjà je vais regarder ce que ça donne en luminance avec les tables R standards de la CIE. Donc j'ai atteint mes 10 lux et pour un revêtement R1, on est conforme, donc c'est-à-dire qu'on satisfait les critères de luminance moyenne et uniformité. Mais par contre, pour une table R standard R3, on n'a pas assez de luminance. Donc, même sur les tables R standard, qui sont pourtant dans les logiciels, si on ne se contente que de faire un dimensionnement en éclairement, on n'aura pas suffisamment de luminance. Et la situation, elle est encore plus problématique quand on injecte les vraies propriétés optiques du revêtement. Puisque dans les exemples qu'on voit là, sur des enrobés classiques, enrobés à liant de synthèse ou des bétons, on est non conforme à plus de 10% alors pour l'un sur la luminance moyenne, et puis pour les autres sur l'uniformité longitudinale. Si on s'intéresse notamment aux valeurs de luminance, alors non seulement on est non conforme sur un critère de qualité, mais en plus, l'objectif étant de 0,75 candela par mètre carré, là ici par exemple pour le béton classique, on a un 4, c'est-à-dire qu'on a un suréclairage de 86%. Donc c'est un peu double perte, non seulement on a des problèmes d'uniformité, et en plus on éclaire trop. Deuxième cas d'usage, ça va être de dimensionner cette fois-ci en luminance, mais avec un revêtement type R3 ou R1. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a choisi dans le logiciel de calcul un revêtement type, par exemple R3. On dimensionne l'installation d'éclairage pour ce revêtement type. Et puis ensuite, on va vérifier si, avec les propriétés optiques réelles des revêtements, à l'état neuf, à l'état stabilisé, on satisfait les critères de qualité recommandés par la norme. Donc on l'a fait pour R3 et on l'a fait aussi pour R1. Et voilà les résultats. Donc
pour la plupart, voire pratiquement tous les revêtements, que ce soit en enrobé ou en béton, eh bien, en dimensionnant en dimensionnant une installation d'éclairage en utilisant l'étape standard de la CIE, et ben dans la vraie vie, avec les vraies propriétés du revêtement, on a des conformités un peu partout, que ce soit à l'état neuf ou à l'état stabilisé. Donc là, dans les tableaux, dans les cases, on voit le critère de qualité qui est non conforme, donc la luminance, l'uniformité longitudinale, les deux uniformités. Bref, c'est pas terrible. Donc ça, c'était les résultats pour les enrobés et les bétons coulés. Ça se passe peut-être un poil mieux pour les asphaltes, les bétons préfabriqués ou les pierres naturelles. Mais on est quand même non conforme. Donc, ce qu'on peut noter en synthèse sur ce cas d'usage, c'est qu'on a quand même pour la plupart des revêtements mesurés, des non-conformités à la norme 13201 si on dimensionne en utilisant les tableurs standards. Il n'y a que dans un tiers des cas pour la rue résidentielle où on arrive à avoir de la conformité. Et puis dans plus de 40% des cas, avec R1 et 55% des cas avec R3, on a des non-conformités majeures, c'est-à-dire des écarts supérieurs à 10% sur les exigences de la norme. Et du coup, même si on vous présente pas en détail les calculs, hein, pour le profil urbain, c'est encore pire, hein, puisque la conformité à la norme, lorsqu'on dimensionne avec un revêtement standard R3, hein, donc c'est vraiment les pratiques d'aujourd'hui, puisque souvent on a quand même des enrobés foncés sur les boulevards, on met pas des enrobés très clairs, et ben on est conforme à la norme que dans 3% des cas. Troisième cas d'usage, là on va essayer de faire les choses mieux, c'est-à-dire qu'on va utiliser pour dimensionner l'installation d'éclairage les caractéristiques du revêtement stabilisé. Donc on est dans une situation où on change les luminaires sans modifier l'espacement. Et là, du coup, puisqu'on s'intéresse aux propriétés réelles du revêtement, on va notamment faire un focus sur les économies d'énergie possibles. Donc la première question qu'on a cherché à traiter, c'était déjà, est-ce qu'il était possible de trouver des luminaires qui permettent de satisfaire l'ensemble des critères de qualité en luminance pour tous les revêtements de la base, parce que on a certains quand même qui ont des propriétés assez particulières par rapport aux revêtements standards. Et donc, puisque les luminaires ont plutôt été conçus pour satisfaire les tables R standards de la CIE, c'était une question qu'il fallait se poser, c'est est-ce que les luminaires d'aujourd'hui sont capables de satisfaire les critères de qualité pour des revêtements modernes. Et du coup, la réponse est oui, il a toujours été possible de trouver un luminaire bien adapté à ses propriétés optiques de revêtement modernes. Donc, en termes de gain de puissance, donc vous avez les chiffres qui sont ici. Donc, c'est-à-dire qu'on a fait les calculs d'éclairage. Et puis on se rend compte que par rapport à l'utilisation d'une table R standard, utiliser les propriétés optiques réelles des revêtements, ça permet non seulement de toujours respecter les critères de la norme, mais ça permet aussi de faire en moyenne des économies d'énergie de l'ordre de 50 à 60%. Donc c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Et c'est aussi des choses qu'on a retrouvées sur le boulevard urbain avec le même potentiel d'économie d'énergie. Dernier cas d'usage, ça va être de concevoir une installation neuve, donc sans contrainte de géométrie, en prenant les propriétés optiques du revêtement stabilisé et en cherchant cette fois-ci
un compromis entre l'espacement entre les luminaires, puisque finalement, si on augmente l'espacement, eh ben, on va minimiser le nombre de points lumineux à installer et donc on fait des gains en investissement. Et puis on cherche aussi à être le plus efficace possible en termes de puissance installée pour faire des économies sur les budgets de fonctionnement et la facture d'électricité. Donc, ce qu'on a pu voir à travers ce cas d'usage, c'est qu'en fait, il est possible d'augmenter l'espace entre les luminaires en considérant les propriétés réelles des revêtements, tout en respectant les critères de qualité de la norme. Donc, on a trouvé un gain potentiel moyen de 27% sur tous nos revêtements en termes de nombre de luminaires, et donc un espacement moyen pour tous les revêtements considérés de 40 mètres. En termes de puissance installée, alors on fait un peu moins d'économie que dans le cas d'usage précédent, c'est normal, hein, puisqu'on espace plus les luminaires, il faut que les luminaires ils soient un peu plus puissants, mais néanmoins, on a une économie moyenne de l'ordre de 25% par rapport à un dimensionnement qui serait fait en utilisant la table R standard R3. Du coup, même si on a une petite augmentation de puissance par rapport au scénario précédent, on reste dans de l'optimisation énergétique par rapport aux pratiques actuelles. Donc voilà, j'en ai bientôt fini. Avant de passer la parole à Laure, dire que tout ce travail, il est en cours de valorisation et de mise en forme. Donc en 2025, la bibliothèque de revêtement va être mise à disposition de tous. Et du coup, cette bibliothèque, elle se fera notamment sous la forme de fiches où on retrouvera l'ensemble des caractéristiques des revêtements, leurs mesures, les calculs d'éclairage, les cas d'usage préférentiels, etc. Il y aura aussi un rapport qui va accompagner ces fiches pour pouvoir les utiliser correctement. Et puis, on va probablement, on va mettre à disposition aussi un outil qu'on pourrait presque appeler un logiciel de calcul de dimensionnement qui intégrera l'ensemble de cette bibliothèque pour pouvoir mener des projets d'éclairage. Donc, rapidement, voilà comment se présenteront les fiches. Et puis, pour conclure, ça c'est une synthèse visuelle qu'avait réalisée Sophie lors du dernier congrès de l'IDRIM en mars dernier, donc qui permet de résumer l'ensemble de la démarche revêtement et lumière, donc avec tous ces enjeux et tout le travail qui a pu être effectué. Et puis vous signalez aussi qu'il y a un article dans la revue RGRA qui présente les travaux du groupe, alors plutôt sous l'angle voirie matériaux, qui est disponible aujourd'hui. Et puis, on est aussi en train de travailler avec la revue Luxe pour présenter les travaux du groupe, mais cette fois-ci avec une casquette un peu plus éclairagiste que ce qu'on a fait dans RGRA. Voilà, je vais passer la parole à Laure. Merci Florian. Bonjour à tous. Donc Laure Lebouc, CEREMA, équipe éclairage et lumière. Donc moi je vais plutôt vous parler des perspectives de ce groupe et des éclairages de demain, et notamment de la prise en compte des usagers en urbain, et également un petit point sur les îlots de chaleur urbains et donc le confort thermique. Alors, donc comme on a pu l'évoquer auparavant, on sait très bien que la géométrie actuelle, donc d'évaluation des installations d'éclairage, considère un angle d'observation de 1 degré sous l'horizontale. Et donc ça, c'est une géométrie qui est dédiée à un automobiliste qui va se déplacer donc plutôt sur une route interurbaine
avec une vitesse qui va être comprise entre 70 et 90 km/h. Sauf qu'aujourd'hui, la plupart de l'éclairage public se trouve en ville, là où on va plutôt avoir des vitesses qui vont être comprises entre 30 et 50 km/h. Et donc, notre distance d'observation diminue et donc l'angle d'observation, lui, a tendance à plutôt augmenter. Et ça, c'est d'autant plus vrai pour les autres usagers de la route qui sont les cyclistes et les piétons. Donc, on a réalisé une étude qui s'est déroulée en 2 temps. Je veux bien que tu passes à la diapo suivante, s'il te plaît, Florian. Donc, dans un premier temps, on a utilisé donc des techniques de réalité virtuelle couplées à de l'oculométrie pour étudier donc l'influence de la modalité de déplacement de l'usager sur l'angle d'observation dans un environnement du coup urbain nocturne. Et ensuite, en fait, sur la base des résultats obtenus, on a étudié l'évolution des critères de performance de l'éclairage routier et d'un niveau de visibilité d'une cible en fonction de ce changement d'angle d'observation. Donc tout d'abord, une expérimentation en environnement virtuel nocturne a été menée. Donc les participants étaient en fait équipés d'un casque de réalité virtuelle et en fait ils ont endossé le rôle de 4 usagers, donc piétons, cyclistes, automobilistes en ville et un rôle aussi d'automobiliste sur route interurbaine. Donc pour chacune de ces 4 modalités de déplacement, ils ont effectué un parcours et en fait les positions de leur regard durant leur trajet ont été enregistrées donc à l'aide du casque et ensuite on a pu étudier ces positions du regard pour en déduire des angles d'observation alpha. Donc voilà les résultats que nous avons obtenus pour chacune des 4 modalités de déplacement. Alors on peut tout d'abord remarquer que l'on retrouve bien pour l'utilisateur automobiliste en route interurbaine le fameux angle de 1 degré sur route standard, ce qui nous permet en fait de nous conforter un peu dans l'expérimentation que l'on a menée. Et on a ensuite d'autres angles pour les utilisateurs en ville qui sont bien plus élevés comme on le supposait, puisqu'on peut voir que les automobilistes en ville et les cyclistes ont plutôt un angle moyen qui va être autour de 3 degrés et le piéton, lui, au-dessus de 4 degrés. Autre remarque aussi, on peut voir que les usagers en ville ont tendance à beaucoup plus balayer la surface de la route qui est devant eux plutôt que l'usager en interurbain. Donc de ces résultats, on en a défini de nouvelles géométries d'observation qui vont nous servir ensuite. Donc on a choisi de garder un angle de 1 degré pour les automobilistes en interurbain, puisque c'est l'angle standard qui est défini et c'est l'angle également qu'on a retrouvé par expérience. On a ensuite défini un angle de 3 degrés pour les cyclistes et les automobilistes en ville. Et enfin, pour suivre cet incrément de 2 degrés et aussi être un peu en cohérence avec certains articles scientifiques qui étaient déjà sortis, on a défini un angle de 5 degrés pour les piétons. Donc, on a ensuite été faire des mesures sur un site expérimental à Limoges avec ces 3 nouveaux angles pour voir quelle était l'influence en fait de ces angles d'observation sur les critères de l'AEN 13201. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est notamment que la luminance sur la route a tendance donc à diminuer lorsque l'angle d'observation
augmente. Mais on a ensuite voulu savoir si, cette diminution de la luminance avait un impact négatif en fait sur la vision des usagers. Je veux bien que tu... Ouais. Donc, pour cela, on a en fait fait une étude donc pour 3 classes d'éclairage, donc les classes M3, M4, M5 qui sont dans les classes les plus répandues en urbain. Et en fait, on a ajouté un critère qui est tout à droite, qui est le niveau de visibilité d'une cible. Donc, comme vous pouvez le voir à gauche, en fait, on a été poser une cible qui en fait est là pour simuler un obstacle. Et on vient voir si cette cible est visible ou non du point de vue de l'usager. Je veux bien que tu passes juste à la suite, s'il te plaît, Florian. Donc, bon, je passe rapidement, mais ce niveau de visibilité, il a été défini par Adrien. Et donc, on regarde simplement si son contraste avec la route est supérieur à un contraste seuil. Et donc, si ce niveau de visibilité est supérieur ou égal à 7, on considère que notre cible est visible. Donc, on est venu positionner cette cible un peu à chaque point de la grille de calcul ou bien de mesure. Et on a regardé pour quel pourcentage de d'opposition en fait cette cible était visible. Et donc on a fait ça sur plusieurs sections avec différents revêtements et on a pu voir que le pourcentage de cibles visibles n'était jamais égal à 100%. Donc ce qui nous permet de voir que en fait les critères de performance classiques ne sont pas toujours suffisants, déjà même à 1 degré, pour dire que un obstacle serait toujours visible sur la route. Donc je vous ai mis un exemple juste en dessous sur les photos. Donc à gauche, je pense que vous pouvez voir la cible normalement à peu près au niveau des personnes sur la route. Sur la photo de droite, la cible est aussi posée sur la route, mais on est en fait dans ce qu'on a appelé une zone d'invisibilité. Donc pour cette route-là, par exemple, les luminances et uniformité étaient conformes à ce que nous dit la EN 13201, mais on a pu voir que malgré ça, il y avait tout de même des zones où un potentiel obstacle ne serait pas toujours visible. On a également vu que il y avait une influence du revêtement puisque le pourcentage de cibles visibles pour une même installation d'éclairage était différent selon les sections. Donc je reviens à mes histoires d'angles d'observation. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des simulations donc sur la section à Limoges pour correspondre donc aux critères de l'AEN 13201. On a fait ça pour un angle d'observation à 1 degré, puis ensuite un angle d'observation à 3 degrés. Donc ce qu'on remarque, c'est de nouveau que la luminance moyenne a tendance à diminuer. Donc ça s'explique notamment par les propriétés de réflexion des revêtements. Donc comme on peut le voir à gauche sur les solides photométriques, en fait le solide a tendance à diminuer, donc ce qui nous montre bien que le revêtement réfléchit un peu moins la lumière. Mais par contre, ce qui va être intéressant, c'est que quand on regarde le pourcentage de cibles visibles tout à droite, on voit que à 3 degrés, il est toujours supérieur à celui qu'on avait à 1 degré. Donc ça veut dire que malgré le fait que la luminance diminue, on n'a pas de problème de sécurité puisque un obstacle sera toujours autant, voire plus visible à 3 degrés qu'à 1 degré.
aussi, ce qu'on a pu observer, c'est que lorsqu'on fait ce dimensionnement à 3 degrés, et qu'on prend donc bien en compte le fait que l'on soit en ville et non en interurbain, et ben ça va entraîner des économies d'énergie puisque on va pouvoir diminuer le flux des luminaires. Donc, tout dépend des classes, mais on va dire de 5 à 25%. Donc de là, ça nous a amené à proposer une adaptation en fait des classes en urbain, puisque puisqu'on a remarqué que la luminance diminuait, mais, mais qu'il n'y avait pas de problème de sécurité. On sait que les éclairagistes ne vont pas tout de suite changer leur pratique et vont donc continuer de dimensionner à 1 degré et non à 3 degrés. Donc ce qu'on aimerait proposer, c'est qu'ils continuent à dimensionner à 1 degré, mais du coup en déclassant d'une classe d'éclairage pour du dimensionnement en urbain. Donc ça, c'est encore à consolider puisque ça mérite d'autres expérimentations, mais c'est quelque chose qu'on aimerait étudier. Donc pour la suite, on va plutôt parler des perspectives normatives, puisque pour l'instant, donc, ce sont que des travaux exploratoires, disons. Mais vous avez tout de même la possibilité de les mettre déjà en place. Et pour cela, il y a quelques modifications à faire, disons, puisque quand on regarde donc du coup avec un angle de 1 degré dans notre zone de mesure, on va avoir notre angle en fait qui va varier entre 1,5 et 0,95 degrés environ. Mais si on passe à d'autres angles d'observation, donc par exemple à 3 degrés et 5 degrés, cet écart entre le début et la fin de la zone va être énorme, et notamment à 5 degrés, puisqu'on est entre 2,6 et 37 degrés. Et là, en fait, on peut plus dire qu'on est vraiment à 5 degrés quand on observe toute cette zone de mesure. Donc, ce qui a été proposé donc, dans la révision de la norme EN 13201, c'est d'utiliser donc un observateur mobile, donc qui va toujours garder l'angle d'observation qui est défini au tout départ, donc par exemple 3 degrés, et qui va en fait s'avancer au fur et à mesure pour mesurer ou calculer la luminance de cette zone de mesure. Donc ça, c'est quelque chose qui a été rédigé en annexe de la EN 13201 et que vous pourrez retrouver donc dans la future révision de la norme. Également, donc, à l'échelle mondiale cette fois, donc par le biais de la Commission internationale de l'éclairage, on a un groupe, un comité technique, donc le TC 450, qui travaille lui plutôt sur les revêtements routiers et sur leurs propriétés de réflexion, et qui est du coup en train de travailler, enfin même en train de finir de travailler sur donc une actualisation des tableurs standards à 1 degré, puisque comme on l'a dit, et ben les 4 tables R ne sont pas ne sont plus très représentatives en fait de ce qui se fait actuellement sur le marché. Et donc elle a entamé également des réflexions sur la définition de tables standards potentiellement à d'autres angles pour une utilisation en urbain, et sur une réflexion aussi sur la réintroduction de ce concept de niveau de visibilité comme critère de qualité d'une installation, puisqu'on a vu que les seuls critères n'étaient pas toujours suffisants à dire
si on était totalement en sécurité. Et enfin, pour finir rapidement, un petit point sur la lutte contre les îlots de chaleur urbains, puisque dans ce groupe, donc, comme on vous l'a dit, on a étudié une grande bibliothèque de revêtements. Et, et voilà, on sait aujourd'hui que le revêtement a un impact sur le confort thermique des usagers en ville et donc sur les îlots de chaleur urbains. Et donc, on a mesuré, dans le cadre de ce groupe, on a mesuré en fait la couleur de tous nos revêtements, puisque on avait pu voir dans un article de Romain Lafont qu'il avait trouvé en fait un lien entre l'albédo des revêtements et leur couleur. Donc, comme on peut le voir à gauche, donc il avait trouvé une corrélation entre la coordonnée L étoile de certains de ces enrobés et donc l'albédo de ces revêtements. Donc, on a fait de même pour, une partie de nos échantillons. Alors, on n'avait pas de mesure à proprement dit d'albédo, donc c'était plutôt un pseudo-albédo, on l'a appelé. Mais on a retrouvé en fait cette corrélation. Donc là, le futur objectif, ça va être vraiment de mesurer l'albédo de tous nos revêtements, puisqu'on a déjà mesuré la couleur de nos revêtements. Et puis on va pouvoir du coup voir si on a vraiment cette corrélation entre la couleur et l'albédo, et également puisqu'on a pu suivre l'évolution de la couleur de nos revêtements, eh bien on pourra estimer une évolution de l'albédo des revêtements dans le temps. Et enfin, pour finir, il faut savoir que tous ces travaux donc du groupe Revêtements et Lumière vont également participer à un projet national qui s'appelle ISSU, donc Innovation et Solutions pour lutter contre la surchauffe urbaine, qui va commencer, qui a débuté là cette année. Je vous remercie pour votre attention et puis nous sommes ouverts à vos questions. Merci, Laure, Florian et Sophie pour vos présentations. C'était très très bien, très clair, très complet. On a une question, alors, une question de Dany qui nous demande qu'en est-il de la luminance zénitale qui contribue au halo lumineux et quelle est la contribution de cette luminance au halo? Merci Dany pour cette question. Il est prévu en effet. Alors c'est dans une norme expérimentale franco-française, en fait, de caractériser un coefficient qui s'appelle ρ sur les revêtements, qui permet de connaître la contribution en effet du revêtement à la luminance zénitale et au halo lumineux. Plus un revêtement est clair, plus ce coefficient est important. D'ailleurs, ce coefficient, on pourrait aussi un peu le voir comme un albédo, hein. Donc on pourrait se dire qu'un revêtement clair, c'est moins bon a priori pour la contribution au halo, mais que nini, puisque si on fait bien les choses, donc c'est-à-dire que si on prend bien en compte les propriétés optiques de ce revêtement clair, et qu'on arrête d'utiliser les tables R standards, et ben en fait, du coup, en dimensionnant, on va considérablement réduire la puissance. Donc même si le revêtement est clair et même s'il a un coefficient de réflexion important, vu qu'on a réduit la puissance des luminaires, eh ben, on va être plus propre en termes de luminance zénitale et de contribution à l'eau lumineux. J'espère que ça répond à ta question, Dany. Merci Florian, ouais. Pas de problème. Bien. D'autres questions?
Donc cette présentation sera donc disponible pour l'ensemble des personnes qui ont assisté au webinaire. Ah, Hélène, donc Hélène qui nous demande sur un dimensionnement PMR 20 lux, quelle serait l'influence d'un dimensionnement à 5 degrés en luminance? Ah, est-ce que on a la réponse? C'est une bonne question. Je ne sais pas répondre. Parce qu'en fait, il y a deux choses qui se confrontent. C'est-à-dire, il y a en effet la réglementation PMR qui demande de l'éclairement, donc qui demande les fameux 20 lux, et du coup, tant qu'on continuera de demander des lux pour les Mmh, mmh, PMR, on ne s'intéressera pas à la luminance. Donc, mmh, qu'elle soit finalement à 1 degré ou à 5 degrés, il va mmh. falloir œuvrer pour que même pour les PMR, eh ben, on commence à avoir des exigences en termes de luminance plutôt en termes d'éclairement. Ouais, tout à fait. Ça, c'est une vraie remarque. On s'était déjà posé, notamment Florian, dans les différents échanges, hein, déjà entre valeur minimale, maximale, enfin ce qui était dans les différentes Mm. réglementations. Et comme tu le dis, tant qu'on ne raisonnera pas en luminance, on pourrait pas répondre à ce genre de questions. Mm. Mais c'est pas gagné. C'est pas gagné. Après, donc, on a une question de Cédric qui nous demande, c'est plutôt pour Marie-Pierre, c'est une formation pourrait être proposée suite à cette présentation sur Dialux ou Relux. Marie-Pierre va se tourner vers les C'est sachants pas, de ce domaine-là, ok, bon. si c'est des choses qui sont possibles ou pas. Et si ça Mhm. l'est, on se mettra ensemble. Mais je sais pas si est-ce que c'est pas trop réducteur de mettre ça sur Dialux ou Relux? Est-ce que c'est pas plus une formation quand même peut-être plus, c'est un Global. aboutissement, je pense, Dialux et Relux? Mhm. Je sais pas. Mhm. Je vous pose la question. Déjà, il faudrait que Dialux et Relux acceptent de manger des vrais tables R, ce qui, à ma connaissance, n'est pas le cas. Et C'est le c'est pour ça que principal d'ailleurs, dans le cadre problème. des travaux du groupe, on va mettre à disposition un utilitaire de calcul, en fait, pour pouvoir Ah, intégrer les tables R de la très bien. bibliothèque. Mais je suis d'accord avec vous, on ne peut pas avoir de table. Pour autant, il me semble que dans Dialux, il est possible de modifier manuellement les valeurs des différents coefficients pour s'adapter au type de revêtement. Et c'est ce qui Il est pourrait être fait possible dans de une jouer sur le formation. Q0, je crois. Oui, c'est Il, ça. il Ah, eût ouais, ouais. existé une version de Dialux qui prenait des tables R. Mais dans la dernière, là, Dialux Evo, que Laure et moi, on a téléchargé récemment, on a eu beau y passer un certain temps, on n'a jamais trouvé le moyen de mettre une vraie table R. Il y a juste le moyen de changer le Q0. Et comme on disait dans la présentation, si on a le Mm. Q0, c'est qu'à un moment donné, on a la table R, donc on tourne un peu en rond en fait. Mm. Bon. Si un revêtement noir mat, aucune réflexion, donc pas de halo. L'important est le contraste. Donc, si un marquage au sol très blanc est appliqué sur un revêtement noir mat, on le verrait très bien. On verrait très bien le cheminement de la chaussée. De même, en ordre de grandeur, un capot de voiture blanche devrait être toujours perçu de la même manière ou à un autre usager, quel que soit le revêtement. Il serait plus remarquable sur un revêtement noir. Question de contraste. Deux questions. Mm. Oui, donc là on est plutôt sur des enjeux en effet de visibilité, de contraste d'objets par rapport à un revêtement noir. Euh, ce qu'indique la personne, hein, c'est très juste. Reste comme on le discutait tout à l'heure, en fait, un revêtement noir va demander d'installer une puissance lumineuse plus importante pour Mhm. atteindre les valeurs de luminance recommandées. Donc, quelque part, ce qu'on peut gagner
Ce qu'on pourrait gagner un peu intuitivement comme ça avec un revêtement noir, vu qu'à l'arrivée, il faut la même valeur de luminance, du coup, on va perdre sur la puissance des luminaires. Très bien. Donc, alors, il n'existe pas actuellement de logiciel pouvant modifier ou affiner au plus près les valeurs de R et les Q0. Les Q0. Ce qu'il avait dit. À ma connaissance, non. Après, je sais que les majors de l'éclairage, Signify, Zoomtobel, Comatelec, Schrader, en fait, ils ont leur logiciel maison, donc eux, ils savent prendre des vrais tables R. D'ailleurs, je crois que certains d'entre eux proposent sur leur site de télécharger leur logiciel maison, hein. Mais par contre, dans les logiciels grand public, notamment Dialux, c'est pas possible. D'accord. Alors après, Michel, un angle de 3 degrés en urbain permettrait de diminuer le flux lumineux et donc de mieux respecter la décéphalie. C'est QFD. Exact. Y a-t-il d'autres questions? Alors, bon, donc pas toute puissance si le revêtement est sombre, puisque les véhicules de marquage sont toujours aussi visibles s'ils sont clairs. C'est vrai. Déjà, je n'ai pas vraiment besoin de voir à quel point le bitume est beau. L'important est de voir ce qui ne devrait pas s'y trouver. Ouais, je suis pas sûr de peut-être que la personne peut ouvrir son micro pour Si qu'on tu peux, discute Florent. en. Ouais, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Ouais. Bah, en fait, moi, quand j'écoute tout ce que vous avez dit, on a plus l'impression que que vous regardez. Est-ce qu'on voit bien la chaussée? Mais ce qu'on a besoin de voir, c'est son cheminement, c'est quels vont être les usagers qui contrastent avec la route. Là, d'une certaine manière, si demain on vous tirait juste un trait lumineux sur la route ou un revêtement, un marquage au sol qui est bien contrasté par rapport à la route, ça marcherait très bien. Si vous avez quelqu'un qui est habillé en noir mat sur une chaussée noire, vous n'allez pas le voir. Si c'est par contre sur une chaussée claire, vous allez bien le voir. Et inversement, quelqu'un qui a un gilet rétro-réfléchissant, s'il est en race campagne alors qu'il n'y a pas la moindre lumière avec vos phares, vous allez voir que lui. Et de la même aussi, moi, ce qui me choque toujours, c'est quand on parle entre guillemets, de suréclairer et d'arriver avec, on est en ville, chaussée très claire, éclairement à 10-15 lux pour certains, et on sort de la commune, et là, l'œil, il n'est pas du tout adapté à un environnement sombre. Donc c'est là en fait où c'est extrêmement dangereux. Il y a aussi des communes qui, par exemple, éteignent et elles allument à fond juste des endroits où va y avoir des chicanes, ce qu'ils appellent des écluses, hein, donc des rétrécissements de chaussée. Et là, pareil, l'œil, l'automobiliste, il sort de ça, et ben il voit, il s'est pris un max de luxe dans les yeux. Sa pupille, elle s'est refermée, et ensuite, les véhicules qui vont être garés 30 mètres après, son œil, il se sera pas adapté. Et idem s'il y a un piéton qui traverse alors qu'il n'y a pas de passage piéton, parce qu'il se dit, il n'y a pas grand monde, ou alors le gars va me voir. Donc, moi, je pense que ce qui est important, c'est quand même toujours, c'est le contraste. Alors, effectivement, je dis pas qu'il faut un revêtement noir mat, parce que, effectivement, les halos de chaleur, alors là, ça va être une catastrophe. Mais comme disait Dany au début, si on fait tous des efforts pour limiter la pollution lumineuse aussi depuis des années, si demain on se retrouve avec des revêtements clairs,
voilà, faut pas se leurrer, hein, votre revêtement clair, il va quand même renvoyer un halo important. Et moi, je me dis que quelle que soit la couleur du revêtement, bah, votre véhicule blanc, grosso modo, à la marge, hein, quand il va passer, il va, lui, en termes de luminance, renvoyer toujours la même chose. Ouais, il y a beaucoup de choses, hein, dans le propos, mais que des choses intéressantes. Euh, Après, après, ce que nous demande la normalisation, c'est de satisfaire des niveaux de luminance. Que le revêtement il soit noir mat ou qu'il soit blanc brillant. Donc c'est pour ça en fait qu'à partir du moment où il faut avoir une luminance, bah derrière c'est juste une histoire d'optimisation de puissance. Après, je suis d'accord avec vous sur ce que vous avez mentionné sur ces effets de contraste. En effet, un piéton clair sur un revêtement noir, il va bien se voir en contraste positif. Sur un revêtement clair, il va moins se voir. Je suis d'accord. Mais On a aussi le cas inverse. et il y a aussi le cas inverse, hein, tout à fait. Et enfin, moi, je sais que en faisant de la biblio, il a été prouvé aussi que les obstacles étaient mieux vus en contraste négatif. Donc, c'est-à-dire avoir plutôt un obstacle qui va renvoyer un peu plus de lumière que le revêtement. Donc, avoir plutôt plutôt l'inverse, qui va en renvoyer moins de luminance que le revêtement. Donc, plutôt avec des revêtements clairs, justement. Ah bon, Après, je moi dis pas j'aurais plutôt pensé que c'est l'inverse. le cas partout, mais Parce que demain, Après, c'est enfin, vrai qu'on a on a nos intuitions personnelles, et puis après, il y a le travail des scientifiques que mentionne Laure, où, en effet, les cas critiques, c'est plutôt du contraste négatif qu'il faut satisfaire. parce qu'une Et c'est voiture pour ça, avec des d'ailleurs, phares, vous la voyez bien mieux quand elle est en race campagne. Une voiture avec des phares, vous voyez que ça quand vous la croisez en race campagne. ah oui, oui, on est d'accord, ouais, on voit bien les phares. Ouais. Alors, donc, question d'Hélène. Finalement, si on s'aperçoit qu'actuellement la luminance et l'uniformité ne sont généralement pas conformes sur chaussée stabilisée, ne faudrait-il pas revoir à la baisse, pardon, les seuils? Également, d'où viennent-ils? Alors, d'où viennent-ils? Ils viennent du même endroit que les niveaux d'éclairement de luminance actuellement recommandés, hein. Donc, c'est les travaux de la CIE, qui a fait de nombreuses expérimentations, notamment avec des observateurs, des conducteurs, pour arriver à ces niveaux-là. Donc après, à Je moins pense qu'il de faudrait. conduire de nouvelles études pour robustes scientifiquement pour les réinterroger, je pense que ce serait un peu, comment dire, un peu rapide de se dire bon, on n'arrive pas à respecter les uniformités, du coup on baisse nos exigences, puisque elles ont été établies quand même pour la sécurité et la visibilité des usagers. Moi, j'ai eu, excusez-moi, c'est Dany, là. J'ai eu le cas d'une installation comme ça où on avait fait faire les études à un fournisseur. L'éclairement, la luminance, tout ça, c'était OK sur le papier, parfait, etc. Et puis sur le terrain, on s'est rendu compte que l'enrobé était tout neuf et que on n'avait pas cette uniformité de luminance. On avait vraiment, il y avait un effet d'échelle assez surprenant. Et donc on a fait intervenir le fournisseur en expertise, ils ont regardé, bah non, normalement c'est bon, etc. Et au bout de 6 mois, 1 an, effectivement, vu le revêtement n'était pas stabilisé en fait, hein, et au bout de 6 mois, 1 an, il s'est stabilisé et maintenant on a une uniformité parfaite, quoi. Donc en fait, je pense qu'il faudrait qu'on puisse réinterroger le processus de réception d'une installation d'éclairage, c'est-à-dire le faire 8 jours après la réalisation des travaux et avec un revêtement neuf, c'est peut-être pas le bon choix.
Faut peut-être, je sais pas, comme dans les espaces verts, on a une garantie de reprise. Je sais pas Hmm. comment faire, mais il faudrait certainement refaire des mesures au bout de 6 mois, donc dans la période de parfait achèvement, hein, qui est d'1 Ouais, an. C'est peut-être de confirmer la réception de l'installation au bout de 6 mois. très juste. Je pense que c'est en effet ce qu'il faut faire, voire peut-être même augmenter la durée de garantie de parfait achèvement à 2 ans pour pouvoir en effet refaire une réception une fois que le revêtement est stabilisé. Et puis quitte à faire une réception justement une fois le revêtement stabilisé, ça peut peut-être aussi permettre de jouer un peu sur le potard de la puissance en fonction des valeurs qu'on aura. Mhm. Tout à fait, tout à fait. Ah, c'est Daniel Morino, ville de Lille. Sur cette histoire, je me dis que, en fait, vu que c'est de plus en plus diffusant, autant faire des mesures en éclairement pour l'uniformité. Et donc, on n'a pas forcément besoin d'attendre que le revêtement soit stabilisé pour confirmer que l'uniformité sera bonne lorsque le revêtement sera stabilisé. Même si c'est très empirique, hein, c'est pas de la science là, mais Bah, disons que oui, on va interroger l'uniformité d'éclairement, donc on va interroger bah, de toute façon, c'est pas mesuré. Enfin, on n'a jamais mesuré l'imminence, on n'a pas encore les moyens de le faire, hein. Je sais pas qui a les moyens, mais en tout cas à Lille, on n'a pas ces moyens-là. bah, après, il existe des appareils qui savent mesurer ça sur étagère. Le CEREMA, c'est aussi faire des prestations par véhicule instrumenté en mesurant l'éclairement et la luminance. Il y a aussi des sociétés privées qui savent faire ça. Donc après, faut le demander en fait. Faut le mettre dans le marché que la réception On- sera en luminance. C'est déjà pas mal quand on a tout ce qu'on demande maintenant. Mhm. Je vous avoue que la théorie c'est très bien, mais la pratique c'est plus compliqué que ça. Ouais. Bah, c'est C'est-à-dire tout que la l'enjeu des lumière, travaux de ce groupe. C'est peut-être aussi à un moment donné re-questionner les pratiques pour faire les choses mieux. Euh, L'expérimentation qu'a présenté Laure, là, bah, les mesures qu'on a faites, qui étaient faites dans le cadre d'une expé sur Limoges Métropole, on s'est rendu compte que en faisant réception et suivi en luminance, c'est 50 à 60% d'économie d'énergie par rapport aux pratiques actuelles où on a des revêtements standards, on fait une petite mesure d'éclairement ou deux. bien sûr. Et le retour sur investissement de tout ça pour l'avoir calculé. Alors c'est vrai que la prestation elle coûte, mais sur une installation qui est là pour 25 à 30 ans, le retour sur investissement il est de 5 à 10 ans. Donc et il va diminuer vu l'augmentation du coût de l'énergie. Donc je pense que ça vaut le coup en fait. Ça vaut le coup d'avoir des exigences en luminance. Très bien. Euh, y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il d'autres questions par rapport à cette présentation sur ces notions de luminance? Une question d'un chien, j'ai l'impression. Bien, bah écoutez, si on n'a plus d'autres questions, nous allons pouvoir mettre fin à ce webinaire. Je vous remercie les trois intervenants, Sophie, Florian et Laure, pour leur présentation. C'est un vrai sujet. Alors c'est vrai qu'il y a un sujet quand même par rapport à cette notion de luminance, de vulgarisation, de diffusion de l'information. Ça pêche aussi beaucoup, hein. C'est quelque Mm. chose qui un peu qui creuse aussi des freins au déploiement. Donc d'où le but de ces présentations. Et on milite nous au niveau de nos associations également pour que les projets soient également faits
quand c'est possible en luminance. Parce que ça apporte un vrai gain énergétique et ça répond à beaucoup de questions. Ouais, donc on essaiera de développer et puis de retravailler encore sur le sujet pour rappeler aux collectivités l'importance de cette grandeur physique. Merci, je vous remercie à tous Merci. cette fois. Et puis, Merci. je vous souhaite une bonne journée. Et puis, à très bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt. Merci. Bonne Au journée à revoir. Bonne vous. journée. Merci beaucoup. Merci mille fois. Au revoir. Merci.